Comment évoluent les transactions? Comment évoluent les prix? Comment évoluent les conditions d'emprunt? On va le voir avec nos experts qui vont nous éclairer. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Stéphane Fritz, bonjour. Bonjour Olivier. Président du réseau Guy Hockey, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier en France. Pierre de Buren, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général du groupe Empruntis, courtier spécialiste des crédits immobiliers. Alors évidemment, on va parler de l'activité, on va parler du marché, on va voir les perspectives, mais tout d'abord en introduction, j'ai envie de vous demander à tous les deux, pour avoir un peu votre état d'esprit. En cette période où on entend beaucoup parler de baisse des prix, de baisse des taux, est-ce que pour vous la relance, elle est pérenne ou vous restez vigilant? Stéphane? Alors déjà, il faut se rappeler d'où on vient. Toute l'année dernière que l'on a passée, la fin 2023 et l'année 2024 ont été extrêmement difficiles pour la profession, mais tout ce qui l'entoure. Et on peut parler aussi des Français sur le logement. C'est une contraction. On arrive d'un marché extrêmement dense qui est l'après 2021-2022. On peut l'expliquer par des mauvaises raisons, c'est-à-dire les décès, les divorces ont boosté anormalement ce marché. Et donc ça a créé énormément de vocations. Aujourd'hui, on revient à la normale. Ce qui s'est passé en fin 2023, début 2024 et donc tout le courant de l'année 2024 a été extrêmement brutal. Je parle de l'inflation, de l'augmentation des taux, et ça, Pierre en parlera bien mieux que moi. Aujourd'hui, on revient à l'équilibre. Il y a vraiment des signes aujourd'hui avant-coureurs d'une stabilisation de cette situation et d'une amélioration, je l'espère, en 2025. Amélioration, pas vigilance, Pierre? Alors, nous avons vécu la même chose, Stéphane et nous revenons de loin. D'autant plus que le crédit était à un moment décorrélé de la transaction immobilière, parce qu'il y avait toute cette vague de rachats et de renégociations permanentes. Et donc, nous avons beaucoup souffert en 2023-2024. Comme vous, la reprise, elle est là. On sent un enthousiasme, on sent des clients qui repassent la porte de nos agences et qui se réengagent dans une démarche d'acquisition. Pour autant, c'est une relance qui est, je pense, encore fragile. Elle est là, elle s'installe assez rapidement avant l'été, un peu plus doucement maintenant, depuis quelques semaines. Donc on va voir ce que nous réservent les prochains mois. Eh bien justement, on va voir avec les détails, à la fois vos infographies. On va commencer par vous, d'ailleurs avec le réseau Guy Hockey, sur l'activité du marché. Une synthèse, Stéphane. Si on fait une synthèse, on a quand même encore une augmentation légère des prix de 2,5. Donc on n'est pas trop impactante, mais on sent encore une légère augmentation. Au niveau national? Au niveau national. Avec sur un an? Sur un an glissant versus l'an dernier. Donc on a une augmentation aujourd'hui de 2,5% sur l'offre. Oui. Encore, il va falloir attendre les notaires pour nous dire si c'est une réalité sur les ventes, mais ça, on aura cette information que dans le premier trimestre 2024. Donc aujourd'hui, il y a une augmentation de 2,5, toujours avec des disparités bien évidemment, des très fortes augmentations encore en PACA et en Bretagne. Là où on accuse une légère baisse, c'est toute l'Île-de-France aujourd'hui et encore Paris. Ça s'explique par le fait que c'était d'énormes augmentations dans les dernières années. Donc ça revient un peu plus ou moins à l'équilibre. Voilà. Sur les ventes, là, les notaires ont donné il y a quelques jours, en fait, l'état du marché. Mais là, sur les actes authentiques de vente, on est sur une année glissante à 780 000, ce qui veut dire qu'on sera sans doute cette année 2024 à 800 000 ventes. Alors, on est loin des 1 200 000 d'il y a à peine 2 ans, mais on a connu des années aussi à 600 000, 700 000. C'est un retour à la raison? Le marché aujourd'hui, il est fait de 5 choses principales. Les mariages et les naissances pour les événements heureux, les divorces et les décès également, et les mutations. Donc aujourd'hui, on peut peut-être avoir, en plus de ça, en après-Covid, parce qu'il y a quand même encore un traumatisme de cet enfermement pendant 2 mois, peut-être l'envie de faire, qui fait qu'on peut éventuellement se déplacer. Ça, c'est ce qui fait le marché. Ce marché-là, sur la démographie française, il est aux alentours de 900 000 transactions, entre 850 et 900 000. Je pense qu'on viendra à l'équilibre sur 2025 sur ça. Aujourd'hui, il y a une contraction forte qui crée un attentisme très très fort, des prix qui ont baissé après avoir augmenté très fortement. Les taux de crédit qui ont augmenté, qui ont grévé forcément le budget logement des Français. Donc voilà cette situation. Elle revient à son équilibre. Encore une fois, elle a fait
beaucoup de dégâts, que ce soit dans la profession, mais dans toutes les professions connexes de la transaction, parce qu'une transaction, c'est des déménagements, c'est des travaux, c'est des crédits, c'est de l'assurance. Donc beaucoup de dégâts de ce point de vue-là aujourd'hui, et c'est en train de revenir un peu à son équilibre. Mais elle a fait aussi beaucoup de dégâts dans le logement, parce que beaucoup de Français qui n'ont pas pu se loger ont gardé leur logement en location. On accuse pratiquement moins 8% de logements en location, d'offres de location, et on a une pression de ceux qui ne peuvent pas acheter, qui cherchent à habiter. Donc on a un vrai sujet de logement en France. Stéphane, pour revenir sur les prix, des marges de négociation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? 4-5% à peu près? C'est tellement disparate aujourd'hui que c'est très très difficile de donner une moyenne. Une moyenne, on sait ce que c'est les pieds dans le four, la tête dans le frigo. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. Ça donne une tendance. Ça donne une tendance. J'ai plus envie de donner des conseils que de tendance. Et une tendance, ça dépend. Si le prix est élevé, trop élevé au moment où on fait le prix, quelle est la négociation? Le DPE s'invite aujourd'hui, le diagnostic de performance énergétique s'invite assez fortement dans toutes les transactions. Donc c'est pas... On ne doit pas attendre à un prix. Est-ce qu'on a capacité à acheter? Est-ce qu'on a envie d'acheter? Il faut bien étudier et ensuite il faut y aller. On prépare en amont bien sûr son budget, pas de précipitation, visite à plusieurs reprises, on compare les prix de plus en plus maintenant, c'est quand même important. Si le bien est mis en vente depuis plus de 3 mois, généralement on dit qu'il n'est pas au bon prix, donc là aussi on peut négocier. On peut négocier si le bien est, on va dire, éloigné des transports, sombre, dernier étage élevé, un dernier étage sans ascenseur, là on peut aussi négocier. Bien prendre en compte, vous le disiez Stéphane, le DPE, tenir compte des charges de copro, très important, et puis se faire accompagner, plus que jamais, c'est important. Marché de crise, marché de l'immobilier, des agents immobiliers, marché de crise. Évidemment que c'est dans cette période-là qu'on a de plus en plus besoin de se faire accompagner. Cependant, on ne doit pas se défaire de sa responsabilité quant à bien étudier le marché, à vérifier correctement son budget et ne pas le mettre au taquet, j'ai envie de dire. Vérifier le DPE pour voir s'il y a des travaux non seulement de rénovation énergétique, mais également d'embellissement, donc prévoir ça dans son achat, et puis surtout ne pas se précipiter en ce moment. Très bien. On va faire un point sur les conditions d'emprunt et les taux d'intérêt. Pierre de Buren, conditions de crédit, alors comment ça évolue actuellement? Alors, les taux ont, vous le savez, beaucoup augmenté depuis le début de l'année 2022. Ils sont passés en gros de 1,10%, 1,15% en moyenne jusqu'à, on était au pic fin 2023 à 4,30 sur 20 ans, 4,40 sur 25 ans. D'ailleurs, ce qui a surpris tout le monde d'ailleurs. C'est en fait la vitesse à laquelle on est passé de 1 à 4% et on a eu un marché qui était quasiment à l'arrêt. Et la vitesse d'augmentation a créé un trou d'air immense côté banque, avec la morsure du taux de l'usure qui limite le taux maximum auquel peuvent prêter les banques et qui a, avec son inertie, empêcher les banques de produire du crédit avec de la rentabilité. Donc elles ont asséché le robinet du crédit en grande partie et c'est ça qui a, je pense, accéléré l'ampleur de la crise de la transaction immobilière. Ça c'était hier, maintenant ça va mieux. Maintenant, depuis le début de l'année, ça va mieux. Depuis le mois de mai, avec la politique un peu plus accommodante de la Banque centrale, qui a suivi la politique de la Fed, on a récupéré quasiment un point de pourcentage. On est passé de 4,40 donc en début d'année à 3,70 sur 25 ans, 3,50 sur 3,60 sur 20 ans. Et on voit donc du coup la capacité d'emprunt est complètement changée. Enfin, on voit d'ailleurs, Pierre, l'évolution des taux de crédit depuis 2021 aujourd'hui, sur le prix du bien, le taux moyen et les mensualités. Commentaire. Donc les mensualités, on voit qu'elles ont retrouvé un petit peu de souffle. Après, la mensualité en tant que telle, elle a de la valeur, mais il faut bien la mettre en comparaison avec le prix du bien et avec l'évolution des salaires. Parce que comparer la même chose avec 3 années d'écart, il faut prendre tout l'environnement parce que les biens ont augmenté jusqu'à mi-2022 à peu près, Stéphane, je pense, et ont enclenché une baisse après, donc qui permet d'augmenter la capacité, le pouvoir d'achat des ménages, et les salaires ont aussi significativement augmenté, en tout cas plus dans la période 21-24 que dans la période qui précédait. Donc là, ce qu'il faut regarder, je pense, comme c'est pour ça qu'on vous a fait cette petite infographie-là, c'est quel est finalement le taux d'effort du ménage pour acheter un bien équivalent.
Et on voit que ce taux d'effort, sur un couple qui gagne le salaire moyen français, il est passé de 20% en 21, il est monté à 23% en 22. Et après un pic très fort à 28, on voit qu'il a commencé à refluer et qu'on est aujourd'hui à 25%. Et la tendance continue légèrement de s'améliorer. Taux d'intérêt moyen, donc aujourd'hui concrètement on est à peu près à 3,50, 3,50% sur 20 ans. Sur 20 ans, on est entre 3,50 et 3,60, oui. Très bien. Taux d'intérêt moyen. Quels sont les conseils pratiques justement pour ceux qui souhaitent maintenant emprunter? Alors le premier conseil, je pense que c'est d'aller voir un expert, je veux dire un courtier, oui, non, bon, avant même de commencer sa recherche de biens. Je pense que c'est un élément facilitant, notamment dans des zones tendues où les conditions suspensives ne sont pas systématiques, de savoir précisément combien on peut emprunter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les éléments qui font la valeur du bien peuvent aussi faire la valeur du crédit. Vous parliez du DPE. Beaucoup de banques proposent maintenant des taux qui sont plus avantageux sur des DPE qui sont positifs, comme A, B ou C, que sur des passoires énergétiques. Ça se fait partout, ça? Ça se fait, non. Ça se fait dans certaines banques, mais de plus en plus. Ouais. Parce que la valeur même des biens qui sont à la base du crédit et qui vont rentrer indirectement dans le bilan des banques est moins bonne quand ils sont de c'est vrai que c'est un peu nouveau négatives. Parce qu'avant c'était à qui on va prêter, est-ce que la personne ou le couple a les capacités de rembourser, et là c'est quel est le bien que vous allez acheter et quelle est sa note énergétique. Exactement, et notamment quand pèse la menace de ne plus pouvoir faire entrer en location certains types de biens. À ce moment-là, ça met en péril l'économie même du financement. Et donc, pas mal de banques proposent des écarts qui vont de 5, 10 points de base, c'est-à-dire 0,5, 0,10% de taux d'intérêt. On peut dire quelle banque ? Alors, vous avez la Banque Postale, notamment, qui propose ça. Vous avez le Crédit Agricole qui propose ça. Et certaines banques regardent même quelle sera la performance énergétique du bien après la réalisation de travaux. Donc pour enclencher une forme de cercle vertueux où le moment de l'acquisition est un moment clé pour enclencher les travaux de rénovation énergétique, et on sait que la France a besoin d'enclencher ces travaux-là, et donc le taux d'intérêt est incitatif de ce point de vue-là. Bien anticiper son budget, l'apport personnel, éviter aussi les découvertes peut-être 6 mois avant de demander l'emprunt, de montrer qu'on a une capacité d'épargne, c'est toujours bien. Tenir compte bien sûr de l'assurance emprunteur, très important, et puis le taux d'usure qui comprend, alors là c'est le prêt global avec l'assurance, avec les garanties, avec les frais de dossier. Je crois qu'on est autour de 6% pour des prêts entre 10 et 20 ans. Et puis comparer, évidemment, mettre en concurrence, c'est très important. Alors la mise en concurrence est importante. Le taux de l'usure n'est plus un problème. Aujourd'hui, s'agissant du crédit immobilier, le taux d'usure n'est plus un problème. Les banques ont retrouvé la capacité à vous prêter significativement en dessous du taux de l'usure. Et elles sont toutes extrêmement appétentes à récupérer des nouveaux clients. Le moment du crédit immobilier est pour la banque le moment clé pour récupérer du client. Quand il va récupérer un client, la banque, elle va regarder l'intégralité du client. Quels sont les produits complémentaires que le client peut acheter. Donc je pense que d'abord, il faut faire l'inventaire de ce qu'on peut apporter à sa banque partenaire. Et après, avec le courtier, regarder quelles sont les banques qui valorisent au mieux ce qu'on peut leur apporter et qui ont des politiques de taux les plus accommodantes. Et ça varie beaucoup d'un mois sur l'autre. Et le crédit immobilier qui redevient un véritable produit d'appel aussi. Il y a une concurrence, on va dire, saine entre les banques aussi pour capter des nouveaux clients puisqu'elles n'ont pas encore atteint leur objectif fin d'année. Donc là-dessus, ça continue. Alors on va voir avec tous les deux justement les perspectives parce que ceux qui nous écoutent, bon, ils se disent, voilà, les taux baissent, est-ce que ça va continuer? Les prix ont tendance, alors pas partout, pas au même rythme, mais quand même à baisser, est-ce que ça va continuer? Stéphane? Non, je ne pense pas que ça va continuer, en tout cas pas très longtemps. Pourquoi? Ça s'équilibre en ce moment. Sur les prix? Sur les prix. Sur les prix, aujourd'hui, quand vous avez 10 maisons et un acheteur, les prix descendent. S'il y a une maison et 10 acheteurs, les prix baissent. C'est un peu mathématique. Depuis déjà quelques années, les 2 mandats successifs du dernier président, dont on sait l'amour pour l'immobilier, aujourd'hui, on n'a pas construit. Il y a un problème au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire, on a le SGPE, c'est le Secrétariat Général à la Planification Écologique, qui aujourd'hui dit il nous faut, pour suivre la démographie et pour loger les Français, environ 200 000 ou 250 000 logements à construire. Et tous les rapports successifs, Repsamen, l'Abbé Pierre, Borloo, tous les rapports successifs parlent de 450 à 500 000. Donc je pense qu'on n'a pas construit suffisamment. Déjà, on n'a pas aidé à la construction, on n'a pas aidé à l'investissement locatif. Donc aujourd'hui, on n'a pas suffisamment construit, et on a toujours autant de gens à loger. Donc quand vous avez une pression de la demande sur l'offre,
Bon. Et inévitablement, les prix vont... Aujourd'hui, les vendeurs s'alignent sur la capacité d'emprunt des acheteurs et les capacités des banques à emprunter, mais je ne vois pas durablement une baisse ou une baisse brutale sur les prix. Voilà, les prix sont à peu près équilibrés aujourd'hui. Si jamais ça monte ou ça descend, ce sera très à la marge et ça dépendra évidemment partout sur le territoire et de votre projet, de ce que... On redevient à ce qui est vraiment un achat, c'est ce que je veux bien mettre ou ce que je peux mettre et ce que vous êtes bien prêt à accepter. Oui, parce qu'aussi certains se posent la question, des vendeurs, de se dire, justement en voyant la baisse des taux, de se dire, bon, finalement, sur les prix, on va pas baisser, on va rester. Votre sentiment, Pierre? Bon, mon sentiment sur la baisse des taux, c'est qu'elle va sans doute se ralentir dans les prochains mois. Et ça veut dire autour de 3% d'ici la fin de l'année, à peu près, en moyenne, sur 20 ans ou... Je pense qu'on sera à plus que ça d'ici la fin de l'année. Là, on est à peu près à, on l'a vu, à 3,50, 3,60 aujourd'hui. Le fait que la France s'endette cher, la France s'endette aujourd'hui à 3%, elle est dans le dernier tiers des pays de la zone euro dans le prix de son endettement, constitue une forme de plafond du crédit immobilier. Les ménages ne s'endetteront pas moins cher que la France. Et donc c'est bien l'impact de ces discussions budgétaires qui occupent l'Assemblée nationale aujourd'hui qui vont déterminer un peu le point d'atterrissage qu'on peut espérer en 2025. Aujourd'hui, est-ce qu'on va réussir à aller en dessous de 3%, ce qui permettra, je pense, de donner un grand coup de fouet au marché de l'immobilier en général, n'est pas complètement acquis. On le voit, pour relancer aussi l'accession, il est beaucoup question du prêt à taux zéro et maintenant de l'élargir sur tout le territoire, au neuf, à l'ancien. Est-ce que c'est une bonne chose, Stéphane? C'est toujours une bonne chose aujourd'hui, soutenir la demande. C'est toujours une bonne chose pour pouvoir... on a besoin, encore une fois, il y a deux choses à voir. Le marché de l'immobilier qui est une chose, je suis parti pris sur ce sujet-là, mais quoi qu'il arrive, dans un marché difficile ou un marché facile, on tirera dans des réseaux comme les nôtres toujours notre épingle du jeu. Je parle des Français notamment et de leur difficulté aujourd'hui à se loger. Toute cette situation de crise, on le voit à deux titres. Un, au titre des Français qui n'arrivent pas à se loger. On a une augmentation de 7,7% des loyers dans Paris, même dans un endroit où les loyers sont encadrés. On voit bien aujourd'hui l'impact des locations courtes, de courte durée, ou des locations meublées. On a besoin aujourd'hui d'une fiscalité beaucoup plus large sur ces sujets-là. On a besoin d'aider et de soutenir la demande par des prêts à taux zéro, j'en conviens, d'aider les primo-accédants. Maintenant, quand on a dit ça, il faut faire très attention, puisqu'à chaque fois qu'on aide, ça part directement dans le prix. C'est un peu un effet de vase communicant. Si on aide le crédit, si vous baissez les taux de crédit, les prix augmentent, parce qu'on a plus d'acheteurs potentiellement capables d'acheter. Donc il faut faire très très attention à aider de façon significative, mais aussi que dans des poches. Donc les primo-accédants, je pense qu'il faut aider les jeunes ménages à se loger. Je pense qu'il faut soutenir également l'investissement locatif et favoriser très certainement la location de longue durée. Et ça, c'est un vrai sujet. Oui, parce qu'il y a une véritable pénurie. Est-ce qu'il faudrait instaurer un statut du bailleur privé, reconnaître l'investisseur comme un acteur économique à part entière, qui, grâce en fait à ce qu'il fait, le fait qu'il achète un logement et qu'il le met en location, finalement, ça permet de loger des familles. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le bâtiment, c'est bon pour la rénovation. Est-ce qu'il faudrait, on l'entend, instaurer un statut du bailleur privé? Pierre, votre avis? Alors, instaurer un statut, je ne sais pas. En tout cas, donner de la visibilité, donner de la sérénité. Et aujourd'hui, je pense que ce qui manque aux bailleurs privés, c'est cette sérénité. Est-ce qu'on pourra louer son bien de classe G à partir du 1er janvier 2025 ? Aujourd'hui, on nous dit non, mais peut-être les dans certaines conditions. Oui, d'ailleurs, votre avis là-dessus, c'est bien de repousser pour les copropriétés? C'est pas que c'est bien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais pas que pour les copropriétés. C'était une question. C'est mathématique. Mais la France a un immense... Moi, je partage tout à fait ce que vous dites, Stéphane. La France a un immense besoin de logement. On avait 22 millions de ménages, disait l'INSEE, en 1990. Il y en a 30 millions aujourd'hui. On en estime entre 32 et 36 millions dans les années entre 2040 et 2050. Quand on regarde la construction de logements neufs par nombre de ménages français, qui est un indicateur important, il faut remonter au début des années 50 pour avoir le niveau de production qu'on a. Donc on a cet immense besoin de logement. Donc toutes les mesures qui permettront d'inciter
le privé, le particulier à rentrer dans une logique d'acquisition locative est, je pense, une excellente chose. Mais lesquels, par exemple? Parce qu'on voit dans le neuf, le Pinel va s'arrêter à la fin de l'année. Il n'y a pas de dispositif, en tout cas pour le remplacer. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quelles sont vos préconisations dans le domaine pour inciter à investir dans l'immobilier, notamment les particuliers? Alors, je pense que le levier fiscal est essentiel. D'ailleurs, les schémas patrimoniaux français sont toujours guidés par l'optimisation fiscale. Donc l'absence de dispositif type Pinel à partir du 1er janvier va être, je pense, très délétère. Donc il faut remettre ce coup de pouce fiscal, que l'État retrouve d'ailleurs à travers la TVA, à travers les droits de mutation. Je pense que les économies ont toujours été vraies sur 1 euro investi dans l'immobilier, c'est donné par l'État dans l'immobilier, c'est à peu près 2 euros de recettes. Ça, les métriques est toujours vraie. Donc stabilité et coup de pouce aux bailleurs privés. Stéphane. 90 milliards d'entrées pour 48 milliards de sorties, oui, c'est une vache à lait. Ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Oui, ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Chiffre d'affaires 90 milliards, charge 48, avec toutes les aides aujourd'hui. Alors qu'on l'appelle Pinel ou d'un autre nom, évidemment qu'il faut un dispositif fiscal pour inciter. Il faut savoir que 65% aujourd'hui des propriétaires bailleurs, des propriétaires bailleurs sont des monsieur, madame, tout le monde pour le coup, ou monsieur ou madame ou monsieur, madame, qui a besoin du loyer pour rembourser le crédit. On est loin d'une grande compagnie qui achète plein d'immeubles dans Paris et qui se fait beaucoup d'argent sur le logement. Donc la réalité, c'est qu'on a besoin de ces gens-là, puisque de toute façon, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Je crois qu'on l'a suffisamment compris avec les messages qui sont passés. Faisons appel au peuple, pour le coup. Faisons appel aux gens. Un acte citoyen, mais aidons-les à le faire. Pour le coup, on ne met jamais d'argent au mauvais endroit quand on soutient aujourd'hui la construction et le logement. Autre préconisation en matière de politique du logement. En matière de politique du logement, autre préconisation. J'ai envie de laisser la parole aux... C'est une question piège. Non, pour relancer l'activité, pour justement avoir plus de visibilité, quelles seraient vos actions majeures? Nous, les actions majeures, elles seraient essentiellement dans cette forme d'incitation. Enfin, vous l'avez dit, Stéphane, on a besoin de logement et en même temps, on a beaucoup parlé des retraites depuis quelques années. Sur les conditions d'emprunt, typiquement, faut-il arrêter les préconisations du Haut Comité à la stabilité financière, qui était considéré comme un frein pendant longtemps ou pas? Oui, je pense que l'excès de normes tend à l'immobilisme, tend à l'attentisme. Et on sait à quel point l'attentisme est une mauvaise chose sur les transactions immobilières. Les banques ont des bilans très sains, toutes. Les taux de défaut des banques sont très faibles. On n'a pas besoin d'avoir ceinture et bretelles avec le taux de l'usure d'une part et le Haut Conseil de la stabilité financière d'autre part. Donc ces mesures de 35%, etc. Et on voit notamment que sur le locatif, sur l'investissement, la méthode de calcul est intellectuellement relativement indéfendable. On parle d'équations différentielles. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on a tendance à vouloir matraquer le bailleur privé, vous l'avez dit. Et je pense que la première chose à faire pour relancer la transaction temps ancien, c'est d'accélérer la construction du neuf. Les logements neufs sont des soupapes d'oxygène qui permettent de fluidifier l'ancien. Qui s'effondre littéralement. C'est vrai que la construction, en tout cas, que ce soit permis de construire ou mise en chantier, s'effondre littéralement. Littéralement, oui. Bon. Stéphane. Soutenir le logement, on va le redire, mais on peut faire plein de choses sur le HCSF. On peut augmenter la durée des prêts. On n'est pas obligé tout le temps de durcir. Là, je rejoins ce que dit Pierre. Sur le logement, on peut peut-être puisque la fiscalité est un outil pour travailler, plutôt dans un sens que dans un autre, faisons en sorte de favoriser les locations de longue durée. Puisque là, quand on parle de location de longue durée, on parle de logement. Quand on parle de location de courte durée, type Airbnb ou de meublé, on parle de financiarisation. Ouais. C'est tout ce qu'on n'aime pas. Faire la différence, certainement, entre les propriétaires dont je parlais. Les gens qui ont des millions d'euros, qui financiarisent, qui font des fonds, qui achètent, qui vendent, qui gardent, qui attendent les augmentations pour faire des plus-values, peut-être eux plus taxés à ce moment-là, et on peut peut-être à ce moment-là taxer, puisqu'ils aiment bien cette idée-là, les logements vides. Il y a des vrais sujets aujourd'hui, mais de façon un peu macro,
favoriser la location, c'est déjà une très bonne chose. Aujourd'hui, on sur voit les baux de longue durée. Sur des baux de longue durée, favoriser la location de longue durée. Parce que quand on parle de longue durée, on parle de logement. Voilà. Quand on parle de courte durée, c'est du business, c'est de l'hôtellerie, quoi. Hein, j'ai envie de vous dire. Une conclusion tous les deux. Optimiste quand même, ou dernier conseil, Pierre? Alors, optimiste, oui. Nous, on arrive à nouveau à ouvrir des agences, à accueillir des conseillers. Et l'optimisme aussi, parce que le moment est tellement rapide dans ses évolutions que notamment les primo-accédants ont besoin d'un accompagnement particulier. Quand vous vous lancez pour 25 ans, peut-être plus demain, si vous écoutez Stéphane, dans une acquisition, c'est vraiment un passage à la vie adulte qui est immédiat. Et donc, c'est vertigineux. L'accompagnement, les Français en ont besoin face à l'acquisition immobilière. Et donc, nous, les courtiers, on est là pour ça. On est là pour les prendre par la main, les accompagner dans la durée pour que ce ne soit pas un moment trop anxiogène. Donc, l'ambition, pour nous, l'ambition, elle est là, être toujours plus présent à côté de nos clients. Et avec cette amorce de reprise, on voit qu'à nouveau, les courtiers se mobilisent, se créent des vocations et rejoignent nos réseaux, donc on est content. Mobilisé, Stéphane, en conclusion? Optimiste, je ne peux pas être autrement, je suis un commerçant déjà pour commencer, donc évidemment je suis optimiste et puis je défends ici toutes les agences que je représente qui ont mis leur vie dans leur entreprise et n'ont pas d'autre choix que d'être optimistes qu'on va faire avec. Aujourd'hui, les annonces qui sont faites par le gouvernement sont intéressantes, donc ils ont dit ce qu'ils allaient faire, attends de voir s'ils font ce qu'ils disent. Et sinon, oui, je suis optimiste sur l'avenir. Bon, eh bien, merci à tous les deux pour vos éclairages. Pierre de Buren, merci beaucoup. Merci à vous. Stéphane Fritz, merci infiniment. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.